Bonsoir. Pétrole, gaz, fer, alumine, cuivre, nickel, bois, coton, soja. Les taux de croissance de la Chine imposent au pays une recherche active de matières premières à travers le monde. Nous allons aujourd'hui dessiner une carte mondiale des matières premières, et c'est une carte qui est sino-centrée. La Chine est le 5e producteur mondial de pétrole, et pourtant la production nationale ne suffit plus. En 2005, la Chine importe déjà 30% de sa consommation de pétrole, et si la croissance du pays se maintient à un rythme identique, ce qui est fort probable, en 2025, donc dans 20 ans, elle importera 82% de ses besoins en pétrole. Or, 20 ans pour un pays, c'est tout de suite. La Chine est donc en état d'urgence en matière d'approvisionnement énergétique. Alors comment y répond-elle? L'essentiel des importations chinoises de pétrole vient du Moyen-Orient. Or, la région est politiquement instable et en outre, cela impose d'acheminer ce pétrole par une route maritime de plus de 10 000 km, partant du golfe Persique jusqu'au port de Shanghai en passant par le détroit d'Ormuz et le détroit de Malacca. La sécurité de cette ligne maritime est assurée par les marines britanniques, françaises, mais surtout par les flottes américaines qui croisent dans la région. Alors par sécurité, il faut entendre la lutte contre la piraterie ou les attaques terroristes, mais pour Pékin, on peut traduire cela de façon peut-être plus politique. En effet, en cas de conflit grave à propos de Taïwan, Washington dispose là d'un moyen de pression sur cette ligne vitale à la croissance chinoise. Alors face à cette configuration, nous avons repéré 3 réponses chinoises. D'abord, privilégier les oléoducs sur les tankers, ensuite acquérir des nappes hors de Chine, et puis enfin diversifier les fournisseurs. Donc, première réponse, les oléoducs terrestres. Au sud, en alternative à cette route entre l'océan Indien et la mer de Chine, Pékin envisage la construction d'un oléoduc entre le golfe d'Andaman et le Yunnan. On a pu noter, fin 2004, la présence en Thaïlande d'ingénieurs et de géologues chinois venus pour étudier un tel trajet terrestre. Ce trajet éviterait ainsi au pétrole de passer par le détroit de Malacca, la mer de Chine et le détroit de Formose. Au nord de la Chine, maintenant la Russie. En 2003, les importations chinoises en provenance de Russie ont augmenté de 73%. Et pendant la visite du Premier ministre chinois, Wen Jiabao, en septembre 2004, Moscou s'est engagé à augmenter ses livraisons de pétrole de 50% en un an. On passera de 10 millions de tonnes en 2005 à 15 millions de tonnes en 2006. Et pour assurer l'évacuation de ces hydrocarbures, la compagnie russe Transneft a prévu de construire un oléoduc partant de Taïchet et sortant à Nakhoda près de Vladivostok. Alors un tel projet entend évidemment approvisionner aussi le Japon, la Corée et les États-Unis. Deuxième réponse chinoise pour sécuriser ses approvisionnements énergétiques, acquérir des nappes d'hydrocarbures. Prenons le cas d'un pays comme le Kazakhstan. Hu Jintao, le président chinois, a accueilli à Pékin son homologue kazakh au printemps 2004 et l'un des accords qui a été signé prévoit la construction d'un oléoduc dans la province du Xinjiang entre Atassou et Alachankou. Sa construction a débuté en septembre 2004 et devrait terminer fin 2005. Je vous rappelle que la compagnie nationale chinoise avait pris le contrôle de 60% de la deuxième compagnie pétrolière kazakh en 1997, avant d'en prendre le contrôle total en 2003. Troisième réponse, la diversification des fournisseurs. Pour cela, Pékin a noué des relations avec les pays isolés par les diplomaties occidentales, comme la Libye, l'Iran, le Soudan et il y a quelques années, l'Irak. Concrètement, aujourd'hui, la Chine négocie avec la compagnie nationale iranienne un accord d'exploration conjointe des gisements iraniens. On sait aussi que 40% du gisement Eglig au Soudan est sous contrôle chinois. D'autres compagnies chinoises sont impliquées dans la construction d'un oléoduc de 1400 km de long reliant le bassin de Melut
à Port-Soudan, où là, elles construisent un terminal pétrolier pour l'exportation. En somme, la Chine profite de l'isolement imposé par les Occidentaux à ces pays voyous, selon la classification de Washington, et Pékin procède parfois à du troc, à savoir gros contrats pétroliers contre vente d'armes chinoises. Et puis il y a une quatrième réponse pour satisfaire la demande d'énergie, c'est celle de la diplomatie classique, à haut niveau, et très précise dans sa recherche d'accords liés aux matières premières. On sait que l'Angola est le deuxième plus gros producteur de pétrole du continent africain. Eh bien, le premier ministre chinois, Wen Jiabao, en visite à Luanda en 2004, a accordé un prêt de 2 milliards de dollars au gouvernement angolais pour la réfection de la plus longue voie ferrée du pays, 1300 km de rails, du port de Lobito sur l'Atlantique pour aller jusqu'à Lubumbashi au Congo. Et cet énorme projet, une fois terminé, pourra évacuer le cuivre, le zinc, les diamants du Katanga et de Zambie, aujourd'hui exportés par les ports d'Afrique du Sud. Au Gabon, fin 2004, on a également noté la présence d'experts chinois en travaux publics pour une étude de faisabilité concernant la construction d'une nouvelle voie ferrée pour évacuer les ressources minières. Autre richesse du Gabon, l'Okoumé. Il faut savoir que plus de la moitié de la production gabonaise d'Okoumé part chaque année en Chine. Elle est destinée aux charpentes, aux meubles, dont la demande explose sur le marché chinois. Or, en 2003, les prix de l'Okoumé ont augmenté à cause des pénuries de ce qu'on appelle les vraquiers pour le transport maritime, et puis à cause de la montée de l'euro. Donc, les importateurs chinois, voulant peser sur les prix de vente, ont tout simplement divisé par deux leurs commandes à la Société nationale des bois gabonais, qui s'est retrouvée asphyxiée et qui a dû baisser ses marges. Alors, morale de cette petite histoire, avec de tels volumes achetés, c'est l'importateur qui finit par imposer ses prix et non plus le fournisseur. Enfin, autre continent, mais même problématique, l'Amérique latine. Fin 2004, le président chinois Hu Jintao s'est rendu en Amérique latine dans 4 pays de la région. Avec le Brésil, Lula et Hu ont signé un accord commercial portant sur la prospection pétrolière, l'aéronautique et l'espace, notamment pour le lancement commun d'un satellite d'observation terrestre en 2006. À cette occasion, le producteur d'acier chinois Baosteel a investi 1 milliard de dollars dans les mines brésiliennes. En Argentine, le président chinois a annoncé un investissement de 20 milliards de dollars pour la modernisation du réseau ferroviaire et pour la construction de routes. Alors, objectif évident, c'est faciliter les exportations des richesses minières de la région vers le Pacifique. 20 milliards de dollars, tout de même, ce n'est pas rien. Et puis enfin, avec le Chili, le président chinois a signé un traité bilatéral de libre-échange. Eh bien, le dessous des cartes est placé à cet endroit-là. Avec ces 3 pays réunis, la Chine va cofinancer une étude pour envisager, pour la première fois, le franchissement de la cordillère des Andes par une voie ferrée, afin de relier le Brésil et l'Argentine au Chili, donc vers les ports du Pacifique. Et ceci afin de favoriser les exportations de matières premières de la région. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en échange des investissements chinois, ces pays s'engagent à ne pas porter de plainte anti-dumping auprès de l'OMC contre la Chine. Dernier élément, lors de ce voyage, le président chinois a fait une escale à La Havane. Il est prévu un investissement chinois dans le secteur du nickel, ce qui va permettre à terme de doubler la production cubaine et de l'exporter vers la Chine. Alors on le comprend par ces voyages. À l'échelle de la moitié du monde, la Chine et l'Amérique latine ont une frontière en commun, c'est l'océan Pacifique. Et à l'échelle mondiale, la dynamique de la croissance chinoise nourrit la dynamique des marchés. Jamais le niveau des prix des matières premières a été aussi élevé depuis 23 ans, selon le rapport du Commodity Research Bureau qui est à Chicago et qui chaque année fait la moyenne de 22 prix mondiaux. Alors est-ce qu'il faut se réjouir de tout cela? Pour la croissance mondiale, sans nul doute, mais peut-être voit-on actuellement lentement poindre, se développer ce qu'on pourrait appeler un capitalisme prédateur, sans véritable règles externes, et en tout cas sans règles internes à la Chine.
Je vous signale la très bonne revue de la documentation française, Questions internationales, consacre un numéro à la Chine, fin 2004. Les éditions Belin ont sorti un CD-ROM sur l'histoire de Hong Kong, l'histoire de la ville et ses paysages. Et puis j'attire votre attention sur un très bon livre collectif dirigé par Christian Taillard, édité aux Indes savantes sur les intégrations régionales en Asie. C'est très intéressant. Je signale à nos amis allemands que nous avons choisi un certain nombre de livres sur la Chine en allemand et qu'ils peuvent retrouver sur le site de Arte. Votre nuit sur Arte. Mastroianni et Jacques Perrin dans un mélo années